Du coup, je vous ai concocté une petite présentation sur globalement le GEO et l'impact que ça va avoir un petit peu sur les pratiques SEO tech. Parce que pour le coup, j'entends pas mal parler du fait que le GEO et le SEO, c'est la même chose. Alors, c'est sûr que pour faire du GEO, on a vraiment cet aspect où ça va se reposer sur le top 10 de Google. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, il y a des choses qui changent un petit peu, des points d'intérêt qui sont différents et OpenIA gère pas les sites de la même manière que va gérer Google. Donc, on peut être présent dans le top 10, mais après, la manière dont c'est crawlé, etc., on va avoir des petites différences. Et moi, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer tout ça. À savoir que moi, je suis même pas un parti pris dans l'affaire, c'est-à-dire que je vends aucune prestation géo. J'ai aucun intérêt à vous parler de ça. Mais c'est juste que je trouve le sujet super passionnant et qu'il y a des choses qui changent et qu'il faut comprendre que les e-commerce de demain, pour continuer d'exister dans ce modèle-là, on va devoir s'adapter. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc du coup, je vous ai fait un plan. Bon, je vous ai fait un plan parce qu'il y avait une slide où faire un plan. Du coup, c'est un plan un petit peu bateau. Donc on va d'abord voir l'état du AI search. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le search AI, comment les chatbots euh, vont crawler les sites. On va parler un petit peu de LLM stuffing. Je reviendrai un petit peu dessus. On va parler de comment traquer les LLM, comment c'est fait aujourd'hui, comment ça pourrait être fait, comment ça pourrait être fait demain. Et j'ai pas envie de vous spoiler sur la fin, donc j'ai mis des noms un petit peu mystérieux parce que j'ai envie de garder un petit peu d'attention et de gens présents sur le live jusqu'au bout parce que franchement c'est intéressant. Donc on va passer dans un premier temps du coup sur toute la partie l'état du AI search. Donc là l'histoire c'est juste de comprendre qui sont les plus grands acteurs et dans quelle proportion. Mais je pense que je vous surprends pas si je vous dis que très loin devant tout le monde on a GPT. Donc GPT aujourd'hui c'est quasiment 80% du marché. Là on a 78% du marché. Juste derrière on a Perplexity. Et mon petit chouchou Claude, il est quasiment invisible. Il est vraiment en termes vraiment de part de marché, il est vraiment invisible. En fait, il est très visible chez les développeurs, donc on a l'impression, et même chez les SEO, il est quand même assez visible. Mais le grand public ne se sert pas du tout de Claude. Et du coup, là, aujourd'hui, la répartition d'après C-Ranking et C-Ranking, c'est celle-là. Ça me paraît quand même assez peu pour Claude, mais bon, c'est les chiffres que j'ai trouvés. Donc, dans les faits, en tout cas, je le vois dans les logs que clairement, c'est ces proportions-là qu'on a quand on analyse le trafic de ChatGPT, le trafic de Perplexity et le trafic des autres. On a vraiment une grosse dominance de ChatGPT, puis Perplexity et voilà dans l'ensemble. Une info qui est quand même assez importante à savoir, donc il y a eu des tweets sur le sujet, on en a parlé un petit peu à droite à gauche aujourd'hui. Quand on utilise ChatGPT, que ChatGPT fait une recherche, c'est SERP API qui est utilisé. Et moi, je trouve que c'est une info qui est importante à comprendre et à connaître parce que en gros, euh, les... quand on fait une recherche sur Google, notre recherche elle va passer par un serveur. Et je ne sais pas si vous connaissez l'outil SEO Hero Ninja, mais l'intérêt de cet outil-là, c'était c'est de tester vos positions sur les différents serveurs Google. Parce que chaque serveur ne va pas être mis à jour exactement en temps réel de la même manière. On peut être top 5 sur un serveur et top 10 sur un autre. Et là, l'intérêt, c'est que SERP API, sauf erreur de ma part, ils vont se focus surtout ils vont être un petit peu figés niveau serveur. Et comme GPT se sert de SERP API, bah, c'est bien d'utiliser vraiment SERP API comme métrique principale parce que c'est ce serveur-là, celui qui est monitoré par SERP API, sur lequel on a besoin d'être présent. Les autres sont moins importants, on va dire. Mais voilà, mais du coup, dans les faits, ta position sur SERP API, c'est ta position sur ChatGPT. Vraiment, du fait de leur partenariat, etc., il y a eu pas mal de tests là-dessus. Ça a été communiqué en public et c'est aussi l'outil qui est utilisé par Perplexity. Donc, les deux principaux acteurs dans le monde du chatbot utilisent la même API pour récupérer leurs résultats de recherche. Donc, si on veut vraiment traquer sa position sur Google, encore plus fiable que d'aller sur Google directement, on passe par le service de SERP API. Mais du coup, en gros, ces robots, une fois la manière dont ça se passe, c'est que l'utilisateur va poser une question, ChatGPT va récupérer les infos utilisateurs, type localisation, machin, etc., et envoyer la requête à SERP API. Et sur base de ça, on va recevoir des résultats. Mais du coup, ces résultats, après, sont crawlés par les chatbots. Donc, c'est important de comprendre euh, aujourd'hui ce qui est différent entre le crawling de Google et le crawling de ChatGPT, parce que les deux ne crawlent pas vraiment les sites de la même manière. Google, donc là, je vous ai mis un petit graphe à l'écran. Google a toujours procédé un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que Google va d'abord avoir une liste d'URL à crawler.
Ensuite, cette liste va être envoyée au crawler. Ensuite, le crawler va juste process les URL qui sont en HTML, c'est-à-dire qu'on va juste récupérer que le code source de la page de base sans aucun fichier annexe. On va voir le contenu qu'il y a dedans. Et ensuite, s'il y a besoin, on va faire passer les contenus dans une render queue. Et du coup, cette render queue va processer le JS, mais ça ne sera pas tout de suite, ça sera plus tard en fait. Il y a eu pas mal de tests sur le sujet. De manière générale, 100 000 URL, c'était un site de 100 000 URL qui avait été testé. Les 100 000 URL ont mis 7 fois plus de temps à être crawlés en intégralité dans leur version JS que dans leur version HTML. Donc on voit qu'il y a vraiment un facteur de temps où ça prend beaucoup plus de temps à être crawlé en JS, ce qui est normal, hein, il faut exécuter le JavaScript, etc. Et quand je dis 7 fois plus de temps, c'est pas à l'instant T, c'est-à-dire que les pages HTML ont été crawlées peut-être le lundi, et les pages JS, elles ont été crawlées 7 jours plus tard, le lundi suivant. Peut-être que les pages HTML ont été crawlées le jour même, les pages JS le lundi suivant. Donc on a vraiment ce ratio où c'est beaucoup plus long à crawler. Et en fait, ça c'est important de le comprendre, c'est le pourquoi. C'est que récupérer le contenu d'une page en HTML, on peut le faire depuis un script Python, on peut le faire depuis n'importe quoi, c'est juste une requête toute simple. On prend l'URL, on fait une requête get, et on récupère juste le HTML, on ne l'exécute pas rien, on prend le HTML brut et on récupère son contenu. C'est très simple, c'est très peu coûteux. Exécuter du JavaScript, il nous faut un navigateur. Il faut vraiment avoir un navigateur émulé, une sorte de faux navigateur, comme ce que fait Google quand il fait l'outil PageSpeed, par exemple. C'est un faux navigateur qui est émulé. C'est comme ça qu'on a les performances. Et c'est beaucoup plus coûteux en termes de performance. Et c'est pour ça que il y avait des théories comme quoi GPT ne s'occupait pas du JS, ne renderait pas le JS. Et du coup, j'ai voulu faire des tests. Donc, j'ai d'abord fait un test. Toutes les pages, je vous les aurai après, hein. Vous pouvez même déjà voir les URL sur la présentation. Ça sert à rien d'y aller maintenant. Je vous ai mis tout en fin de présentation. Vous pourrez y aller après. En gros, j'ai voulu faire des tests où d'abord, on a une page en pur HTML et l'idée, c'était de savoir comment cette page est traitée. Est-ce que c'est traité correctement, machin, etc. Est-ce qu'il n'y a aucun problème? Sur cette page-là, il y a vraiment que du code HTML, c'est tout simple. On a juste des balises paragraphes et c'est tout. Donc là, le résultat, donc en gros, c'est une sorte de parodie d'une biographie de Arthur. Donc il y a né en 1847 à Londres dans une famille de boulangers. Enfin bref, il y a vraiment plein de conneries dedans. Le but, c'est vraiment justement de dire des inepties et de demander à ChatGPT de nous faire la liste des inepties. Donc j'ai envoyé un prompt à ChatGPT. Je lui ai dit quelles sont les incohérences dans cette courte biographie. Je lui ai lâché le texte et après je lui ai dit cite-moi uniquement le passage de ce texte, parce que si jamais je faisais pas ça, il allait me chercher sur Internet d'autres sites. Moi, je voulais juste, en gros, par ce test-là, je voulais juste m'assurer que GPT est capable d'aller sur la page et est capable de récupérer le contenu quand je lui demande. Donc là, c'est une page en pur HTML. Donc, il a récupéré toutes les inepties. Né en 1847 à Londres d'une famille de boulangers. Donc ça, c'est n'importe quoi. Tac, tac, tac. Enfin, l'épée Excalibur a été forgée par les nains au service après-vente. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a plein de bêtises. On a même une magnifique Ferrari bleu turquoise. Enfin bref, il y a vraiment n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait le même test, mais cette fois, du coup, la page que j'ai mis en face, c'est pas une page HTML. Enfin, c'est une page HTML, mais dans le HTML, il y a rien. Dans le HTML, il y a juste une balise titre qui s'appelle biographie de Arthur. Mais dans les faits, le texte, lui, qui est présent sur la page, c'est un script JavaScript qui est juste à côté, qui insère le texte sur la page. Et comme vous pouvez le voir sur la présentation, ça parle de poisson rouge. Donc il n'y a aucun rapport avec le roi Arthur ou quoi que ce soit, c'est totalement hors sujet. Et le but, c'était de voir si, avec une structure vraiment simple, on n'est pas sur un gros site très compliqué, on est vraiment sur une page en HTML qui va juste appeler un script en JavaScript et mettre du contenu sur la page. L'idée, c'est de se dire, OK, est-ce qu'un truc aussi simple que ça, ChatGPT est capable de le récupérer? Donc du coup, même prompt, quelles sont les incohérences concernant le roi Arthur cité dans ce texte? Cite uniquement ce texte. J'ai fait plusieurs tests et la réponse est globalement la même à chaque fois. Je suis désolé, mais je ne peux pas accéder au contenu complet du texte sur ce lien pour y relever des incohérences. Voilà. Donc là, ChatGPT, c'est vraiment, il nous dit, OK, là, je ne peux pas récupérer ce contenu-là. Donc il y a quelque chose. Alors c'est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment vous pourrez voir le code du HTML, il est vraiment minuscule. Mais par contre, j'ai pas mis de JS dans le HTML, c'est vraiment un fichier à part. Mais c'est important d'avoir cette info-là. Mais du coup, en gros, voilà, ce qu'il faut en comprendre ici, c'est que
enfin, aujourd'hui, si vous avez un site e-commerce ou n'importe quoi et certains produits sont ajoutés sur les pages uniquement via JavaScript, c'est mort. Ces produits-là ne seront pas vus dans ChatGPT. Peut-être dans Atlas ou quoi que ce soit sur d'autres solutions, mais ChatGPT ne pourra pas avoir les informations. Et du coup, ça, c'est vraiment très important parce que, admettons que l'utilisateur demande des chaussures de sport, que sur les 10 acteurs, tous vos concurrents, leurs produits sont visibles depuis le HTML et pas vous. ChatGPT va juste pas vous citer en fait. Il n'aura pas vu le contenu de la page, il n'aura pas vu les produits ou quoi que ce soit. Vous allez juste pas être cité. Donc ça, c'est un truc assez intéressant et je suis même choqué en fait parce qu'on voit plein de conseils sur le GEO, mais on n'entend pas du tout parler du fait qu'il n'exécute pas le JavaScript, alors que c'est vraiment un facteur bloquant. C'est-à-dire que si ton contenu est dans le JavaScript, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment le premier point qu'il faut checker. Autant à l'époque on disait oh c'est pas grave et tout parce qu'on a des sites assez lourds en JavaScript type React, etc., qui peuvent être visibles, on va dire, dans les LLM parce que Google recrawl derrière. Aujourd'hui, ChatGPT, s'il faut exécuter du JavaScript, c'est mort. Vous allez juste pas être visible. Donc là, c'était vraiment important pour moi d'insister un petit peu là-dessus. Et on va s'attarder désormais au LLM stuffing. Donc ceux qui sont un petit peu vieux, les fous du bus du fond de la salle là, qui font du SEO depuis 2002 ça va un petit peu leur parler, ce dont je vais parler. Quand on regarde un petit peu dans le résultat de ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça parle d'une Ferrari bleue. Mais en fait, dans le texte de base, bon, je vais tenter de le retrouver. Ah, ça rame un petit peu. On va pas le parcourir, on va pas le lire ensemble. Mais en gros, ici, ça parle pas du tout de texte bleu. Pourtant, ChatGPT parle de texte bleu. Donc là, il y a un élément qui est, il y a un élément qui est intéressant. C'est pourquoi le ChatGPT se met à parler de Ferrari bleu. Est-ce que c'est une hallucination ou quoi que ce soit? Non, c'est pas une hallucination. Du coup, technique SEO à l'ancienne, donc là je vous ai mis le texte en surbrillance, vraiment très à l'ancienne, c'est du texte planqué en bas de page. Voilà, c'est littéralement du texte planqué en bas de page. Le test avait été fait à l'origine, enfin la première fois j'ai entendu parler d'un test similaire, c'était Pierre Ribocourt de Champiric qui avait fait le test avec Yann Sora. Et j'avais trouvé ça ultra intéressant. Donc je me suis dit que j'allais tenter de le reproduire, mais que j'allais tenter d'aller, de comprendre peut-être un petit peu pourquoi. Et en fait, alors déjà, il faut savoir que quand j'ai voulu faire le test, la manière dont j'ai fait le test, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de subtilité dans tout ça. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que là vous avez la version qui a fonctionné. Mais il faut que je vous explique qu'est-ce qui n'a pas marché au début. Alors la première version que j'ai fait, j'espère que vous verrez un minimum. La première version que j'ai fait, je suis arrivé juste avec mes grands sabots sur ma page en HTML toute simple. On voit le CSS ici. Le fond de la couleur de fond de la page, c'est F4, F4, F4. Donc c'est un blanc un peu moins blanc que blanc, voilà, mais c'est un blanc très blanc. Et le texte lui aussi est en F4, F4, F4. Et en gros, on voit que les autres paragraphes, j'ai pas mis de style. J'ai pas mis de style sur le texte ou quoi que ce soit. C'est juste un paragraphe avec voilà. Par contre, sur le paragraphe que je voulais planquer, je lui ai mis un style F4, 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 et le style c'est vraiment la même couleur que le fond. Et en gros, sur ce test-là, vous pourrez tester. Hein, sur ce test-là, ChatGPT a constamment ignoré le bloc de texte en bas. Le bloc de texte était totalement ignoré. Il disait, enfin, quand je lui disais, je lui parlais de Ferrari bleu, machin et tout, il me disait, je ne comprends pas de quoi tu parles. J'avais beau essayer, etc. Donc, je pense qu'en gros, dans l'outil qui récupère les contenus pour ChatGPT, l'outil de scrapping, je pense qu'il y a une sorte de forme de détection de ce type de technique de keyword stuffing qui dit non, s'il y a du texte de la même couleur que le fond, on considère que c'est pas visible. S'il contracte, s'il y a, je sais pas si ça détecte les contrastes ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc ce texte-là de base avait été ignoré. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est étonnant ça. Du coup, je vais tenter de duper un petit peu le modèle. Et j'ai fait une version alternative. Et au lieu de mettre le style directement dans la balise HTML, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ajouté des classes à mes textes. Parce qu'en fait, le but, c'est que je me suis dit, OK, si le texte que je veux montrer au LLM en planqué, s'il change un petit peu trop des autres, ça va être bizarre. Donc, j'ai mis une classe à tout le monde. Donc, tous les textes, j'aurais mis une classe texte. Et le texte LLM, je lui ai mis une classe importante texte. Vraiment en mode, oh là là, ça c'est très important. Et au lieu de mettre le style directement dans la balise et que ça paraisse un petit peu bizarre au LLM, j'ai mis le style dans la classe.
Et cette fois, j'ai pas mis exactement la même couleur, j'ai mis une couleur un petit peu différente. Le fond, la couleur de fond, c'était F4, 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 un blanc vraiment quasiment blanc. Et pour le texte, je l'ai mis en FFFFF, donc c'est vraiment blanc, blanc, blanc. Il n'y a pas plus blanc que ça. Donc il y a une toute petite différence. L'humain, lui, peut à peine différencier ça. Il faut vraiment avoir des très bons yeux. Et en plus de ça, pour être sûr que ça soit pas visible, j'ai changé l'opacité et je l'ai mis à 30%. Donc vraiment, le texte, visuellement, il est invisible. Mais c'est juste que on n'a pas mis exactement la même couleur, on a mis une couleur un petit peu différente et on a baissé l'opacité. Et c'est suite à ce test-là que le bloc de texte a été pris en compte. Donc, je ne sais pas ce que vous ferez de cette information. Moi, j'ai pas l'intention de m'en servir, mais je trouvais ça ultra intéressant de comprendre où sont les limites. Est-ce qu'on, comment, si, à quel point il faut arriver avec des gros sabots ou pas, à quel point il faut planquer le truc. Et moi, ça a marché dans ces conditions-là. Mais du coup, l'idée, c'est de comprendre. Donc là, on a compris un petit peu comment les LLM parcourent le site, comment les LLM récupèrent le contenu, comme pourquoi telle ou telle partie est sélectionnée et telle ou telle partie ne l'est pas. Donc vraiment toute la partie JS, etc., etc. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est comment traquer les LLM. Moi, ce que j'entends depuis des lustres, c'est ce que je vois sur LinkedIn, hein. Le conseil vraiment des savants, des sachants, c'est let's go traquer le trafic LLM par GA4. Enfin Google Analytics 4. Mais pour moi, en fait, ça présente plusieurs problèmes de traquer son trafic LLM par GA4. C'est qu'on a énormément d'infos qui sont perdues. Là, je vous ai sorti une stat de la CNIL. Et ça date de 2022, donc ça va baisser ça va baisser encore. Mais en gros, ce qu'on voit ici, ce qui est important de voir ici, c'est vraiment la partie jaune et la partie rouge. C'est les gens qui refusent, c'est le taux de refus des cookies. Et en fait, on voit qu'à travers le temps, le taux de refus des cookies il est de plus en plus, élevé. Et ce que ça implique, c'est que du coup, les gens qui refusent de plus en plus les cookies, vous pouvez pas les traquer sur GA4. Genre, enfin, soit vous utilisez une autre solution, cookieless, etc. Mais si vous les traquez avec GA4, vous n'aurez pas la data. Et en fait, vous aurez la data uniquement des gens qui acceptent ça. Donc ça, c'est un vrai problème parce que là, d'après les stats à l'époque, on n'avait que 59% des utilisateurs qui acceptaient les cookies. Donc c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, vous perdez déjà 40% de votre data. Ça, c'est une grosse perte. Mais à la limite, j'ai envie de dire que c'est pas le plus gros de la perte. Donc ça, c'est la répartition des utilisateurs qui acceptent et refusent les cookies. Et ça, c'est la répartition des utilisateurs qui cliquent sur un lien depuis ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT recommande un lien dans le chat et l'utilisateur va aller cliquer dessus. Moi, ces stats-là, comment je les ai fait? Je les ai fait avec des datas que j'avais. Je pourrais vous expliquer un petit peu après. Mais globalement, ce que j'ai constaté, c'est qu'un site qui avait un excellent taux de clic, vraiment, c'est le top du top du top, il a 2% de clics entre une citation et un clic sur le site. Donc, du coup, vu qu'on a 2% de clics et que sur ces 2% de clics, on n'a que 60% enfin 59% de data, ça veut dire qu'on n'a que 1,18% de toute la data, enfin, de toutes les informations qu'on pourrait avoir. Enfin, on l'a que dans 1,18% des cas, on sait que l'utilisateur est venu de ChatGPT. Dans tout le reste des cas, on ne le sait pas. Et moi, ce que je trouve un petit peu dangereux, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent ouais, ChatGPT ne représente que 2% du trafic. Ah, mais ça, en fait, c'est pas regarder le bon truc, parce qu'en fait, là, on regarde que le cas de figure où ChatGPT a cliqué sur le lien et où c'est traqué par GA4. Là, comme on le voit, c'est 1,8% des cas. En fait, il y a aussi tous les cas de figure où ChatGPT va citer ta marque. Et bah ça, parce que l'utilisateur demain, il va plus aller. Enfin, il y a toujours les puristes qui vont continuer d'aller sur les sites, mais on va commencer à tendre un petit peu vers une logique où l'utilisateur n'ira plus sur les sites, il va consommer son contenu. On l'a déjà avec le contenu blog, tofu, etc. L'utilisateur ne veut plus venir, il veut l'info depuis le chat, il veut tout faire depuis le chat. Donc du coup, parler de de quel trafic ça représente, pour moi, c'est vraiment pas se baser sur la bonne chose. Il manque une partie de l'information. Donc, du coup, nous, les SEO, ce qu'on a pour traquer un petit peu comment ça se passe sur Google, on a la Search Console. Quand il y a un clic, on reçoit un clic. Et quand notre résultat, quand notre site est proposé pour répondre à une requête, on a ce qu'on appelle une impression. Est-ce que nous, on a la même chose, étant donné que OpenIA ne fait pas de rendu JavaScript? C'est-à-dire que en fait, là, c'est ultra important de comprendre ça. Quand un utilisateur pose une question à GPT, GPT va parcourir votre site à l'instant T. Il va aller vite fait sur la page à l'instant T et il va revenir pour donner la réponse. Mais le souci, c'est qu'on l'a vu précédemment, ChatGPT n'exécute pas le JavaScript.
c'est uniquement du HTML. Donc du coup, GA4 et toutes les solutions de tracking en JavaScript ne verront pas passer ce robot. On n'a aucune idée qu'il est passé. Donc du coup, on ne peut pas passer par le JavaScript pour traquer le merde, ChatGPT, le LLM, quoi, le crawling du bot à l'instant T. Ce qu'il faut comprendre, c'est globalement, là j'ai barré une partie du graphe, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est là où il faut s'insérer. Étant donné qu'on peut pas exécuter du JavaScript, il y a un seul moment où on peut s'insérer pour tenter d'avoir l'information, c'est de s'insérer au moment où le client, donc du coup là dans le cas de figure c'est GPT, il faut s'insérer au moment où GPT fait la requête à notre serveur pour recevoir une page HTML. Parce que globalement Internet ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que voyez votre navigateur c'est comme si c'était un terminal et ce terminal il vous sert à faire des commandes. Et du coup quand vous allez sur un site, la commande que vous faites c'est get cette page-là. Et ensuite les navigateurs c'est des super outils. Ils ont ils peuvent exécuter d'autres fichiers à côté pour rendre le HTML plus joli. Donc, on va faire des animations avec du CSS et du JS. On va le rendre joli avec des classes CSS, etc., etc. Mais il faut le voir un petit peu comme ça. Mais l'air de rien, ça reste juste un outil qui fait une requête à un autre, et l'outil qui reçoit cette requête-là, lui, sauvegarde un petit peu cette data-là. Et en fait, votre serveur, à chaque fois qu'un utilisateur demande quelque chose, cette demande, elle est enregistrée. Et là, du coup, c'est important de monitorer à ce moment-là, parce que l'avantage, c'est que si on monitore au moment où la requête est faite sur le serveur, on a la donnée, on n'a pas besoin de JavaScript ou quoi que ce soit. Chaque document qui est demandé au serveur, on a l'information. Et du coup, c'est là qu'on est très content d'avoir des potes un petit peu geeks au fond de la salle. En fait, la quasi-totalité des serveurs, 99% des serveurs, récupèrent déjà cette information. C'est-à-dire que ce dont je vais vous parler, sauf si vous avez un setup un petit peu particulier, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la data, vous l'avez déjà et vous la stockez déjà depuis giga longtemps. Moi, je sais que ça m'arrive de demander à des clients de faire un setup GA4, GTM, etc. Je sais très bien que la data, je l'aurai à partir du moment où c'est setup. Là, la data, elle est déjà stockée. Vous avez certainement déjà au moins 20 jours si vous êtes sur Nginx et peut-être même des mois d'historique si vous êtes sur ces panels. Par exemple, si vous êtes chez O2 Switch ou Infomaniac, eux, ils ont déjà un dossier avec cette data-là de toutes les demandes qu'il y a eu sur votre serveur. Donc ça, c'est le temps intéressant, c'est que cette data-là, en fait, vous l'avez déjà. C'est pas un setup à faire en plus. Le seul souci, c'est de lire cette data. Mais cette data, vous y avez déjà accès. Cette data, du coup, c'est ce qu'on appelle, ma grande passion du moment, les access logs. Ou journaux d'accès pour Fred qui sait certainement pas trop lire d'anglais du fait de son âge avancé. Les access logs, en gros, faut le voir. Ça fait peur, hein, parce que là, c'est tout petit, ça fait peur. Il y a plein de lignes, etc. Mais en fait, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et en gros, je vais juste vous remontrer vite fait. Enfin, on va repasser un petit peu dessus. Mais globalement, les access logs, c'est juste un très gros CSV. Vraiment, globalement, on peut le voir comme ça. Je pense que vous avez déjà ouvert un CSV dans autre chose que dans Excel ou dans autre chose que dans Spreadsheet. C'est juste voilà un fichier avec plein de lignes et des données qui sont séparées par des virgules. Un fichier de logs, c'est un petit peu la même chose, à la différence que il y a énormément de formats différents, mais on a toujours cette logique où c'est juste de la data qui est triée par colonne. Voilà, rien de plus compliqué que ça, c'est de la data qui est triée par colonne. Et ensuite, on peut utiliser des algorithmes, des formules, etc., pour trier cette donnée. Mais c'est rien de plus que ça. Et du coup, les logs, c'est facile. Quand on fait de l'analyse de logs, on se rapproche un petit peu du domaine de la data science. Moi, j'aime beaucoup ce genre de même parce que vraiment, c'est littéralement la réalité des faits. Les gens pensent que c'est quelque chose d'ultra compliqué, alors qu'au final, c'est juste vraiment comme si tu triais un CSV. C'est comme faire des recherches, enfin, c'est comme faire des formules sur Excel, hein. C'est vraiment exactement la même chose. De la recherche V, faire de la somme dans une colonne, etc. De l'analyse de logs de CSA, c'est rien de plus compliqué. En fait, une fois que vous en aurez fait une, vous direz ah c'était que ça. Donc ça vraiment c'est un petit peu la bête noire des SEO, alors qu'au final c'est vraiment pas très complexe. Là je vous ai montré du coup une petite anatomie d'un fichier de logs. Je l'ai simplifié pour avoir vraiment les éléments qui sont les plus importants. Donc j'ai gardé, c'est l'IP du crawler OpenIA ça. Mais du coup, dans un fichier de logs, la première colonne, la plupart du temps, ça va être l'IP
Donc, quel est l'IP du bot ou de l'utilisateur qui est venu, parce que les logs, ça va stocker toutes les fois où un bot ou un utilisateur sont venus demander une page à votre serveur. Ça va stocker ça l'instant auquel ça a été demandé. Ensuite, on a la date, on a la page, donc quelle page a été demandée. La plupart du temps, il n'y a pas le nom de domaine avec, parce que c'est de la donnée qui serait stockée inutilement. On a le statut, donc là on voit que cette page-là, par exemple, elle était en statut 301, donc le bot qui a demandé cette page-là s'est tapé une redirection. Ensuite, on a le poids de la page, donc là la page fait, le poids de la requête, du résultat qui est envoyé au bot, donc là ça fait 275 octets, c'est vraiment très petit, c'est surtout parce que c'est une redirection, en fait, une redirection ça ne pèse rien. Et ensuite, on a la partie la plus intéressante, ce qu'on appelle le user agent. Donc là, c'est vraiment la partie du bas. Le user agent, du coup, c'est vraiment la carte d'identité de la personne qui va faire la demande au serveur, que ce soit un utilisateur ou que ce soit un robot. C'est vraiment sa carte d'identité. C'est salut, je suis OpenIA, salut, je suis un utilisateur normal, etc., etc. En gros, quand on fait une requête à un serveur, soit votre navigateur le fait pour vous, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre navigateur dit Chrome sous macOS, machin, ou sous iPhone, etc. Les navigateurs le font pour vous. Et il y a même certains robots qui se font passer pour des utilisateurs, ou parfois quand on utilise Screaming Frog et qu'on va un petit peu dans les paramètres avancés, on peut décider d'utiliser un user agent un petit peu d'utilisateur. Donc ça, c'est commun, tout le monde s'en sert. Et tu as pas mal de serveurs où justement, si tu n'as pas de user agent, tu te fais recaler. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les user agents de GPT, parce que GPT a plusieurs user agents. On a tout d'abord le user agent GPT bot. Donc, quand GPT bot vient sur votre site, c'est uniquement pour alimenter les LLM. Donc, soit pour actualiser de la data de la data en cours chez OpenIA. OpenIA se pose une question sur votre site, ils vont crawler avec GPT-Bot et ils vont répondre à ça directement de leur côté, comme ça la data elle est un petit peu à jour. Et l'autre user agent qui va nous intéresser, c'est ChatGPT User. Donc là, c'est autre chose, c'est l'utilisateur qui pose une question dans le chat. Eh bien, le robot qui vient sur votre site, quand un utilisateur pose une question dans le chat, le robot, quand il vient sur votre site, il se déclare en tant que ChatGPT User. Si jamais vous avez un fichier de logs à côté de vous, vous prenez une page de votre site, posez une question sur la page, et vous verrez que OpenIA va aller sur la page, et dans vos logs, vous aurez vraiment ChatGPT User. Donc ça, c'est vraiment incroyable, parce que à chaque fois, au final, que un utilisateur pose une question dans le chat, on peut aller vérifier. On le sait en fait, parce que ChatGPT va venir et dire salut, moi c'est GPT user, et du coup on le sait en fait. Et ça, c'est l'équivalent des impressions. Et c'est pour ça que je parlais de taux de clic tout à l'heure. Du coup, pour avoir son taux de clic, on prend juste le nombre de fois que ChatGPT user est venu sur le site, et on divise ça par le nombre, c'est l'inverse. On prend le nombre de fois qu'un utilisateur a cliqué sur un lien et on le divise par le nombre de fois que ChatGPT User est venu sur le site. Et l'avantage, c'est que OpenIA fait aussi ça très bien pour l'utilisateur, parce que quand ChatGPT vous met un lien dans le chat, il ajoute toujours le UTM source égale ChatGPT. Donc on a vraiment un paramètre d'URL à la fin qui dit « Salut, je suis un lien qui a été trouvé sur ChatGPT ». Donc vraiment, on a ce petit paramètre d'URL à la fin. Donc dès qu'il y a une visite dessus, on sait que c'est un utilisateur qui a vu ce lien-là sur ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est grave intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut traquer à la fois quand GPT vient sur notre site pour répondre à une question, et on peut traquer sans avoir GA4. Et ça, c'est vraiment assez important. On peut traquer sans avoir GA4 quelle URL a été visitée directement depuis ChatGPT. Parce qu'au final, cette URL-là, vous l'aurez dans vos logs, donc vous avez juste à faire un CTRL F, je schématise, mais vous avez juste à faire un commande F pour ceux qui sont sous Mac, dans votre fichier de logs, et à chercher source égale ChatGPT. Bon, si votre fichier logs est très gros, je ne vous le recommande pas, vous allez cramer votre Mac. Mais, du coup, merci Kevin, mais que faire de cette information? C'est la question qu'on pourrait se poser, parce que là, je vous ai sorti plein de charabia techniques, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Que le user agent de GPT, quand il y a un truc dans le chat, c'est GPT user, et que l'utilisateur, s'il clique, c'est source égale, UTM égale ChatGPT, etc. Là, je vais vous montrer vraiment un cas concret. Donc, je vais vous montrer, du coup un cas vraiment concret.
où on fait une requête, où on fait directement un prompt à GPT pour qu'il nous analyse un fichier de logs. Donc là, je vais vous. Pareil, ça sert à rien de prendre le screen ou quoi que ce soit. Juste à la fin de la présentation, vous aurez tout. Vous aurez le lien carrément de la conversation GPT où j'ai fait ça. Donc, y a pas de souci. Donc, en gros, moi, ce que j'ai fait avec ChatGPT, c'est que je lui dis salut mon frérot. Je commence toujours par ça, hein, que ça soit ChatGPT ou Claude. Moi, je leur dis mon frérot. Je prépare déjà le monde de dans 10 ans avec les IA qui dominent. Donc, je sympathise avec le futur ennemi. Crée-moi un script Python qui génère un document HTML. Pourquoi un document HTML? Parce que c'est facile à consommer, hein. Après, vous pouvez demander un document CSV. Moi, je demande un HTML juste parce que je sais que la donnée elle va être parsée, ça sera déjà dans des tableaux, etc. Et c'est très bien. Voilà, donc génère-moi un document HTML qui me permet de savoir le nombre de hits. Donc là, c'est le terme un petit peu technique. Un hit, c'est une requête qui a été faite c'est une ligne de requête en fait qui a été faite au serveur pour afficher une page ou afficher quoi que ce soit. Et qui affiche la part de ChatGPT user et des visites que j'ai depuis ChatGPT. Donc voilà, globalement, c'est juste ça. Donc là, je lui demande juste dans un fichier de logs de me récupérer. Enfin, du coup, j'ai pris un fichier de logs de Quick. Je lui demande dans un fichier de logs de me récupérer les visites qui viennent de GPT user et les visites qui viennent de l'UTM ChatGPT. Et ensuite, ce que je lui ai fait, donc ça, c'est très important, c'est que je lui ai donné un morceau, une dizaine de lignes de mon fichier de logs pour qu'il sache le format que ça a. Parce que ça, par contre, c'est une particularité quand on fait de l'analyse de logs, c'est très relou. C'est que tu as plus ou moins autant de formats de fichiers que tu as de sources de données. Enfin, tu as quelques formats standards, mais j'ai dû faire une quinzaine d'analyses de logs dans ma carrière de SEO Text. Enfin, je veux dire, pour une différence. Et force est de constater que sur les 15 clients différents, il y a dû y avoir 12 formats de fichiers différents. Donc voilà, ça c'est une réalité. Donc du coup, quand tu fais un script, malheureusement, tu peux garder une partie de la logique, mais toute la partie qui trie la data, qui trie les colonnes, malheureusement, il va falloir l'adapter d'un fichier à l'autre. Donc du coup, suite à cette requête-là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai reçu, ChatGPT m'a donné un script Python. Et parce que c'est ce que je lui ai demandé. Après, vous pouvez lui demander en quoi que ce soit. Je vous recommande pas de lui demander de faire ça en HTML, CSS, parce que sur un gros, admettons que vous vouliez lui donner un gros fichier de logs, ça va juste pas marcher. En fait, genre traiter un fichier de logs aussi gros dans le navigateur uniquement en JS, c'est pas très efficient. Vous pouvez le faire sur 10 minutes, une ligne, mais au-delà de ça, votre navigateur il va commencer un petit peu à faire la tronche. Le mieux, c'est d'avoir un script Python. Une bonne partie d'entre vous n'a certainement jamais fait du Python. C'est l'occasion d'essayer, c'est l'occasion de demander à GPT comment est-ce qu'on exécute un script Python et comment est-ce qu'on installe un script Python. Parce que là, on a vraiment trop de données en fait qui sont grave intéressantes. Donc du coup, le résultat de ce prompt-là, c'est un script Python qui m'a généré du coup cette page-là. Donc ce que fait le script Python, c'est qu'il récupère mon fichier de logs, il analyse la data, il la trie, et derrière, il me génère un document HTML. Et là, c'est le document que j'ai ouvert. Donc là, je vous avoue que c'est moche, mais dans tous les cas, c'est toujours comme ça. On fait pas un prompt à rallonge de 10 km, etc. On fait toujours un truc moche au début, et après, on fait des itérations. On dit, ah, mais il manque telle data, ah, mais je voudrais un graphe, ah, mais je voudrais ci, etc., etc. On fait des itérations, et on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus joli par la suite. Moi, j'en ai tellement souvent besoin que j'ai vraiment processisé le truc et que je l'ai intégré à la prochaine version que je vais sortir de Quick. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en gros, théoriquement, si tout se passe bien, je touche du bois. Lundi, je sors la Quick avec l'analyse de logs. C'est un gros taf que j'ai fait parce que du coup, le souci que j'avais globalement avec les analyses de logs, c'est qu'il fallait constamment adapter le format. J'ai réussi à trouver une solution où tu peux lui donner globalement n'importe quel format de fichier logs à bouffer et il n'y aura pas de souci. Ça va être trié correctement, parsé correctement. Mais bref, dans tous les cas, vous pouvez faire exactement la même chose de votre côté si jamais vous avez envie de tenter de bidouiller ou quoi que ce soit, et je vous y encourage. Et derrière, vous pouvez, avec des itérations, avoir ce genre de data. Mais là, ce qui est intéressant, donc là, je vous ai pris juste mon fichier de logs à moi, qui est pas très impressionnant non plus, hein, sur la période de septembre. Donc, on voit que sur la période de septembre, c'est en tout petit, mais j'espère que vous verrez bien, Quick a été cité 401 fois par les LLM, et il y a eu 5 de trafic. Donc là, on est un petit peu à moins de 1% de CTR, on est à 1,25% de CTR, c'est pas incroyable, mais bon, j'ai pas non plus, dans ChatGPT, j'ai pas non plus énormément de trafic sur le site de Quick. Mais par contre, ce qui est intéressant à garder, c'est le 5 de trafic. J'ai regardé sur la même période les sources de Clarity.
moi j'utilise GA4 et Clarity, mais GA4 était pas encore totalement configuré sur cette période-là. Donc là, j'ai vraiment pris toute la période du 31 août jusqu'au 30 septembre et j'ai regardé combien d'utilisateurs ont été enregistrés venant de GPT. Et on voit que là, venant de GPT, j'en ai que 3. Parce que y a une partie d'entre eux qui n'ont pas accepté les cookies. Donc là, c'est vraiment un cas concret où j'ai perdu 40% de ma donnée. Donc c'est quasiment c'est quasiment exactement le chiffre qui avait été trouvé dans la. Alors que c'est sur 5, hein, c'est quand même assez incroyable. Mais globalement, j'ai vu à peu près la même chose sur d'autres sites. Et c'est des utilisateurs qui n'ont pas accepté les cookies. Et si on n'accepte pas les cookies, Clarity ne renvoie pas la data, tout comme GA4 ne renvoie pas la data, sauf si vous avez fait un setup un petit peu bizarre. Mais ça, je ne vous le recommande pas. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que pour traquer vos positions sur OpenIA, vos positions potentielles sur OpenIA, idéalement, il faut traquer vos positions sur SERP API, que votre site doit impérativement être crawlable sans avoir besoin du JavaScript, que GA4 ne vous montre qu'une toute petite partie de la data, et qu'on a aujourd'hui déjà une Search Console pour les LLMs et que ça s'appelle l'analyse de logs. Donc là, c'était vraiment tout ce que je voulais vous montrer un petit peu dans le cœur de la présentation. On reviendra potentiellement dessus un petit peu après, mais là, j'ai quelques petites slides bonus que je voulais vous partager. Et je vois que le temps file, donc désolé, je parle assez vite, mais j'espère qu'il y aura une rediffusion parce que j'avais énormément d'infos que je voulais vous partager. Mais voilà, je voulais vous parler déjà d'Atlas qui est sorti la semaine dernière, donc ça c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur le sujet, mais il y a quelques infos que je voulais vous partager, que j'ai glanées ça et là. Donc Atlas, qu'est-ce que c'est ? C'est le navigateur qui a été créé par OpenIA, qui intègre directement ChatGPT dedans. Le but, c'est vraiment d'avoir cette expérience où l'utilisateur choisit entre une requête au chat et une recherche type Google, et on intègre vraiment ça à l'expérience. Et je pense, globalement, c'est comme ça que le web sera consommé demain. Aujourd'hui, c'est imparfait. Aujourd'hui, Perplexity le fait un petit peu mieux, je crois. Je crois que les plugins Claude le font encore aussi un petit peu mieux que ce que fait ChatGPT. Mais c'est la direction dans laquelle on va. Il faut bien poser des bases à un moment. Et c'est ce qu'est en train de faire OpenIA. Je pense que c'est OpenIA qui va gagner ce jeu-là sur le long terme. Sauf si Claude se réveille à un moment et se dise let's go. Mais du coup, en gros, il y a une information qui est assez importante. On a parlé de User Agent un petit peu plus tôt. Donc là, on va continuer de parler de User Agent. Quand un utilisateur fait une requête dans Atlas, cette fois, et ça c'est un petit peu triste, depuis Atlas, on n'a pas ChatGPT User. On n'a vraiment pas ça. On a vraiment un User Agent de navigateur standard. Et parfois, on a aussi Googlebot. Ça a été testé aussi. On a des cas de figure où on a pour certaines requêtes, ChatGPT se présente comme Googlebot. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, je pense que ça va être s'il y a suffisamment de gens qui râlent, je pense qu'on va avoir le droit d'avoir un user agent dédié à Atlas pour connaître vraiment la part du trafic qui vient depuis Atlas. Et voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Autre chose aussi, aujourd'hui, le top 10 de Atlas, globalement, c'est le même top 10 que sur Google. Enfin, et du coup, sur SERP API, quoi. Il y a des tests qui ont été faits. Globalement, voilà, c'est le même top 10. Parfois, il n'est pas dans le même ordre ou quoi que ce soit. Mais voilà, les résultats qu'on a sur Atlas, c'est le top 10 qu'on aurait sur Google. Donc, du coup, là, ça donne un petit peu de trucs pour les gens qui passent leur temps à scander que le SEO, c'est juste du GEO. Enfin, non, que le GEO, c'est juste du SEO. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Il y a quand même on traque des choses différentes, on se comporte pas de la même manière, etc. On a d'autres points à vérifier, quoi. Et voilà, je voulais vous parler aussi du coup du partenariat entre OpenIA et Shopify et OpenIA et PayPal. Ça, c'est vraiment important, surtout pour ceux qui ont des clients en e-commerce ou ceux qui sont des e-commerce. Et du coup, aussi, je voulais vous parler du Agent Payment Protocol. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que OpenIA a signé un partenariat avec Shopify. Parce que Shopify, leur but, c'est que les gens restent inscrits, que les gens restent chez eux et se disent c'est la meilleure plateforme e-commerce. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un partenariat qui a été signé pour que ça soit. Alors, je ne sais pas si c'est encore déployé en France. J'y ai pas été confronté moi, mais je sais que c'est l'objectif derrière. C'est que les utilisateurs puissent acheter directement depuis le chat. Vraiment, je dis je veux des chaussures de sport. ChatGPT va me trouver des chaussures de sport. Il m'en propose 5-6 et me permet de choisir parmi ces chaussures de sport et d'acheter directement depuis le chat. Donc, et ça, c'est pas de la magie. Il faut bien se connecter à la boutique derrière. Et Shopify a fait un partenariat avec OpenIA dans ce sens-là. Donc, le truc, c'est que ça demain, ça sera un vrai avantage concurrentiel.
ChatGPT, dans tous les cas, il va vouloir citer des marketplaces, des marques, des sites qui permettent d'acheter depuis le chat. Eux, c'est leur but. Hein. Leur but, c'est que l'utilisateur ne quitte plus le chat. Parce que derrière, ils veulent faire de la pub, par exemple. Un petit peu comme Google, ils veulent faire de la pub, etc. Et on a un petit peu, du coup, on a PayPal aussi, du coup, qui a signé le même partenariat. Donc, à gauche, c'est vraiment, enfin, ce que je montrais à gauche, c'était vraiment Shopify qui annonce son partenariat avec OpenAI. Et à droite, c'est la même chose, PayPal qui annonce son partenariat avec OpenAI. Donc, en gros, ces deux méthodes-là permettent enfin, ces deux méthodes-là permettent de vendre ces produits. Le seul truc, c'est qu'il faut se renseigner, il faut regarder comment ça fonctionne. Par exemple, dans le cas de Shopify, enfin je vais en parler après, mais non, c'est dans le cadre des Agent Payment Protocol, on va en parler juste après. Mais en gros, ces nouvelles méthodes d'achat, ça passe par ce qu'on appelle un Agent Payment Protocol, donc c'est un protocole de paiement par agent. Ça devient vraiment technique. Donc ça, je me doute bien que je ne vais pas rentrer non plus trop dans le détail parce qu'on va perdre vraiment trop de monde, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a des outils pour les développeurs pour permettre à des sites e-commerce de donner les outils à OpenAI pour payer directement sur le site. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre aujourd'hui parce que c'est des technos qui font essayer d'adapter très tôt. Et si on prend le cas du Agentic Commerce Protocol, donc c'est la même chose que l'Agent Payment Protocol, hein, c'est juste un autre nom, mais globalement, c'est la même chose. Il faut s'y prendre assez tôt parce qu'il y a une notion de candidature envoyée à OpenAI. Il faut vraiment envoyer son site à OpenAI pour que OpenAI valide le truc et ça, on est mieux de s'en occuper avant qu'il y ait trop d'acteurs sur le sujet. Mieux vaut être les premiers là-dessus, on va dire. Attendez, je bois juste 2 secondes. Ok, cool. Tac, tac, tac. On a quasiment fini. Et là, je voulais vous montrer. Donc là, c'est vraiment du très très chaud. Ça date d'hier. C'est un case study qu'on a vu avec un consultant d'une autre agence avec qui je taffe. C'est assez incroyable. Enfin, entre guillemets, assez incroyable. Moi, je trouve ça vraiment cool d'être tombé là-dessus. C'est un case study d'une disparition des LLM. Et là, c'est vraiment un cas concret, donc c'est vraiment très cool. Déjà, il faut savoir que le 8 septembre, on a eu un événement assez dramatique qui est arrivé dans le search. On a commencé à voir un petit peu des gens qui partageaient comme quoi Reddit était de moins en moins cité, etc. Et on avait tout le monde qui allait un petit peu de sa théorie, de son hypothèse, etc. en disant ah, ChatGPT fait moins confiance à Reddit, machin, etc. Non, hors sujet, aucun rapport. En fait, ce qui se passe, c'est que le 8 septembre, c'est justement le jour où Google a totalement bloqué le paramètre num égale 100. Donc historiquement, c'était ce paramètre-là qui permettait à tous les services qui crawlent Google de voir 100 pages d'un coup. Et maintenant, vu que ça, c'est plus possible, ces services-là, ils vont montrer juste 10 résultats d'un coup. Et vu que la data coûte beaucoup plus cher à récupérer, OpenIA s'est dit, OK, on s'en fiche parce que je pense qu'OpenIA, je crois que c'était du top 30 ou du top 40 qui récupérait. OpenIA s'est dit, OK, nous, on va juste récupérer le top 10. Et du coup, vu qu'on récupère juste le top 10 et que tous les outils SEO récupèrent juste le top 10, bon, déjà, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins d'impressions. Hein, c'était surtout des impressions d'outils SEO qu'on avait dans la Search Console quand on était au-delà du top 10. Donc, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que du coup, en fait, la particularité de Reddit, c'est que Reddit était présent sur énormément de SERP, mais Reddit était souvent présent aussi dans le top 20 ou dans le top 30. Sauf que Reddit, ça reste Reddit. Et quand OpenIA tombait sur Reddit dans le top 30, OpenIA le citait. Donc avant, on était peut-être à quasiment 10% de citation. Et aujourd'hui, on a énormément baissé. Parce que Reddit n'apparaît plus dans le top 10. Et comme on l'a vu précédemment, si tu es bas dans le top 10, tu as perdu. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé ça. Et ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, ça va aussi impacter, si vous faites de l'analyse de log, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger aux alentours du 8. Donc on va s'attarder justement au case study qu'on a vu avec un autre consultant hier. Donc ça, c'est une analyse de logs d'un site qui a un petit peu plus de trafic que Quick du coup. Et ce qui est ultra intéressant sur ce site-là, c'est que en gros, on voit. Donc là, désolé, les dates sont pas ultra bien faites. Faudrait que je règle ça. Je suis désolé. Mais en gros, ici, en fait, ça c'est le 8 septembre. Donc on voit qu'à partir du 8 septembre, donc ça c'est la courbe. La courbe violette, c'est les citations dans les LLM. Donc on est sur un site qui avait en moyenne
3500 citations LLM par jour, donc c'est-à-dire que 3500 fois par jour, ChatGPT venait sur le site pour répondre à une question de l'utilisateur. Donc on voit qu'à partir du 8, ça a commencé un petit peu à baisser, et on voit aussi qu'à partir du 8, il y a une session de crawl qui a été lancée. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant à prendre en compte. En gros, en fait, ce site-là a commencé vraiment à perdre en visibilité, et là, il a totalement disparu. Du jour au lendemain, ce site-là a totalement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc là, le crawl qu'on voit ici, je suis désolé, j'aurais dû mettre des légendes, mais ça c'est un crawl de Claude. Donc ça, c'est un crawl de Claude, et ça, c'est un crawl globalement de GPT. La manière dont se comportent les LLM, c'est qu'ils se disent, OK, pendant 3 jours, je vais faire la fête à ton site, je vais parcourir tout ce que je peux parcourir, et je reviendrai dans 2 semaines. Globalement, les LLM font comme ça. ChatGPT User va passer tous les jours parce que dès qu'on a besoin de la data, on va la chercher. Googlebot a tendance à passer tous les jours pour actualiser la data, machin, etc. Mais les crawlers GPT-bot, ceux qui servent, etc., à entraîner les LLM, ils vont passer une fois sur le site, parcourir une grosse partie, et après repasser 2 semaines plus tard. Et du coup, ce qui est ultra intéressant ici, c'est que on a une disparition complète à partir du 15-16, mais vraiment disparition complète, et en même temps que le site commençait à être crawlé par GPT-Bot. Donc ça, c'est un crawl GPT-Bot, et ça, c'est la fin des citations GPT User. En fait, la raison derrière, elle est vraiment débile. C'est que le site a commencé à rencontrer de plus en plus d'erreurs, énormément de 301, énormément de 500. GPT-Bot, hein. GPT-Bot dans son crawl a commencé à rencontrer énormément d'erreurs comme ça. Et on a commencé à regarder un petit peu les URL. En gros, ce qui se passe, c'est que dans les URL, c'est des URL totalement buggées. Donc là, j'ai trié par les URL qui étaient le plus scrollés par GPT-Bot, et on voit que c'est des URL qui sont totalement buggées. On a des URL avec des doubles slash. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son crawl, on n'a pas encore trouvé la source exactement, mais en fait, pendant que GPT était en train de crawler, il s'est attaqué à une catégorie, à une page catégorie, et il est tombé sur un lien cassé, et sur ce qu'on appelle un spider trap dans le SEO. Il est tombé sur un spider trap, mais de lien cassé, c'est-à-dire qu'il est tombé sur un filtre, le filtre était cassé, il a commencé à cliquer à parcourir d'autres filtres, et de fil en aiguille comme ça, il a passé vraiment une très grosse partie de son crawl à être confronté à des pages qui sont buggées. Ce sont des pages qui sont sans contenu, en fait. On a checké les pages, et le problème, c'est que côté client, on n'a pas de redirection, on n'a pas d'erreur 404, on n'a rien pour gérer ce cas de figure. C'est juste une page catégorie vide, sans contenu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce crawl-là, il y a eu un moment où GPT-Bot, il a commencé à rencontrer de plus en plus d'URL comme ça. Et il y a un moment, il a give up, il a dit « Ok, votre site, il est pourri. Votre site, il est vraiment pourri, les gars. J'arrête de le montrer dans mes réponses. » Donc vraiment, c'est à partir du moment où GPT a constaté que le site était trop pourri, hop, tac, plus cité, nulle part. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Et ça, c'est pas le seul client chez qui je l'ai constaté. C'est qu'en gros, à partir du 7-8 septembre, on a des crawls de GPT qui ont commencé à être lancés, parce que vu que GPT avait beaucoup moins d'infos dans les SERP, il a dû aller chercher plus d'infos sur les sites et réactualiser un petit peu sa connaissance des sites pour se dire, OK, je vais stocker une partie de ma data ici parce que la data coûte cher, et il faut que je puisse avoir un truc un petit peu mixte. Après, c'est une théorie, hein, bien sûr, je peux pas le vérifier ou l'affirmer à 100%, mais pour moi, c'est globalement comme ça que ça se passe. Et voilà. La transition finale est un peu naze, mais voilà. J'avais énormément de trucs à dire, désolé, j'ai bombardé. Je t'entends pas, Mélodie. T'es mute, je crois. Mais ça. Est-ce que tu m'entends? Yes, c'est good. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, c'était très complet au niveau de ta présentation, très sourcée avec, pas mal de documentation. On a quelques questions. On a Déborah, donc Achour, que je salue, qui est passée sur la SEO Gardening Party, qui avait fait une super conf aussi, qui te pose comme question, donc elle a un site en JS d'un client. Au final, j'arrive à lire les logs et à lire qu'il y a des visites qui viennent de ChatGPT. Comment peut-il le recommander s'il ne peut pas lire le contenu? Attends. Au final, j'arrive à lire les logs et à lire qu'il y a du visite de vienne de ChatGPT quand. Oui. Alors ça pour le coup, je t'avoue que il y a peut-être un double crawl.
C'est-à-dire que peut-être que quand OpenIA entraîne les modèles, il exécute le JavaScript, chose qu'on fait pas. Moi, je l'ai pas constaté pour l'instant, mais peut-être moi, là où en gros, je disais que ChatGPT ne lit pas le contenu, c'est à l'instant T. Mais en gros, bah, tu as toute la partie connaissance du modèle, et ça, c'est un processus qui est totalement détaché. Et peut-être que dans toute cette partie connaissance, il y a soit du contenu de la marque qui est cité à droite à gauche sur d'autres sources, ou alors peut-être que quand eux, ils font leur gros crawl pour analyser les datas d'un site, ils vont commencer ça et là à exécuter du JavaScript. C'est la piste que j'aurai là-dessus. OK, parfait. J'ai aussi Germain donc qui pose, la question de, est-ce qu'un hit GPT user signifie automatiquement que nous avons été cités comme source? C'est super intéressant, mais en effet, ça ne veut pas forcément dire que le site a été cité comme source. Ce que ça veut dire, c'est que le site, d'après les résultats Google, GPT a estimé que c'était une source suffisamment pertinente pour aller chercher de l'information dessus, et ensuite potentiellement potentiellement le citer derrière. Donc tu seras pas forcément dans les sources dans le chat, mais normalement tu seras dans les sources qui ont été consultées. C'est la partie de droite qu'on avait avant, qui liste tous les sites. Euh, euh, Ouais, malheureusement, j'ai pas fait de test assez profond dans cette direction-là. Mais voilà, pour moi, tu seras forcément dans les sources sur la droite, mais tu seras pas forcément cité vraiment littéralement par ChatGPT. C'est vrai que j'utilise le terme cité, mais toi et moi, on se comprend généralement, c'est pour le côté un petit peu marketing, un petit peu punchy. Mais dans tous les cas, c'est plus proche ça que ce qu'on a aujourd'hui comme Matrix dans tous les cas. OK, moi j'ai une question et justement sur ton outil là, donc tu développes, la partie de voir les logs facilement, sans Yes. maîtriser le Python, heu, qui peut faire un petit peu peur. Est-ce que justement, ça va mesurer justement le aussi si tu es cité, dans les LLM? Parce que c'est vrai que les annonceurs sont de plus en plus en demande, de cette fonctionnalité. Est-ce que ce graphique va permettre de le savoir aussi? Justement, c'est le but en Mmh. fait. Enfin, savoir exactement ce qui a été dit dans la réponse, ça personne peut le savoir, c'est Mmh. entre ChatGPT et l'utilisateur. Mais savoir que ChatGPT est venu sur ton site à un instant T pour Mmh. répondre à une requête, ça oui. Et en fait, en gros, ce qui est intéressant comme data, par exemple, un petit peu comme sur Google, avec le CTR. Le CTR, ça nous permet de savoir si une page a un bon title, une bonne description, si elle se présente bien, etc. Toi derrière, si tu es annonceur, si tu vois que ta page elle est crawlée 3000 fois sur un mois, mais qu'il y a eu zéro de CTR, tu vois bien qu'il y a un problème, donc tu sais qu'il y a un souci par rapport à GPT pour cette page-là en fait. Et au final, c'est l'information la plus importante. Est-ce que tu as vraiment dans le chat été ou non cité? Individuellement, est-ce que cette information est vraiment pertinente? Le plus pertinent pour moi, c'est de savoir quel est ton CTR en fait. Est-ce que Mmh. l'utilisateur, est-ce que quand ChatGPT est venu crawler ton site, enfin checker ton site à l'instant T, est-ce que tu as été cliqué? Pour moi, c'est ça l'information OK. la plus pertinente. Non, effectivement, c'est intéressant parce que les annonceurs voient surtout le côté citation. C'est de Ouais. plus en plus en vogue, on le voit dans toutes les conférences, le nombre d'occurrences qui augmente dans les citations LLM. Mais c'est vrai que l'aspect CTR est quand même à garder, je pense, principalement, heu, C'est ça, l'aspect dans cette CTR partie-là. et dans tout. En fait, même si on part du principe que l'utilisateur demain il consommera le contenu juste depuis le chat, mais en gros l'aspect CTR c'est vraiment la garantie qu'on a été cité, qu'on a été un petit peu loué par ChatGPT, que ChatGPT a fait nos louanges. Et donc en effet, comme je dis, c'est pas sûr à 100%. Dans tous les cas, mais tu seras au moins dans les sources sur la droite si on va chercher la liste des sources, et voilà quoi. Mais ça permet déjà au moins de savoir quelle page a été parcourue, quelle page a été jugée suffisamment pertinente, et ça c'est déjà une grosse info qu'on n'avait pas aujourd'hui. J'ai d'autres questions, donc de Déborah aussi qui, te demande si le côté branding va compenser les citations au final. Est-ce que le côté branding joue pour compenser les citations? Je vais me permettre d'interpréter ta question. En gros, alors je sais pas si ta question. Attends, peut-être que Elodie, tu l'as mieux compris que moi, parce que là, je t'avoue que c'est un peu flou. Moi, je pense que alors, si Déborah, tu es dans le chat, n'hésite pas à intervenir aussi, dessus. Le côté branding, en tout cas, nous, ce qu'on peut remarquer actuellement, c'est que c'est très travaillé, pour les textes des citations. Est-ce que toi, tu as vu justement, des occurrences par rapport à ça? Est-ce que ça améliore cette partie-là? Est-ce que les marques doivent travailler leur branding sur Ah sur oui, les d'accord, ok, Je ok, pense que ok, c'est plus dans ce sens-là, hein. ok, 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 ok. Ok.
Bah, ça, dans tous les cas, on le voit. En fait, tu as le côté vraiment où déjà, tu as certaines requêtes où ChatGPT il va juste citer certaines marques de mémoire. Donc déjà, les marques que ChatGPT va citer de mémoire sans même faire une recherche, ça déjà, c'est des marques qui ont justement une grosse présence, une marque forte, etc. Et on voit que ça joue. Là où je prends un exemple vraiment débile. Quand je demande à ChatGPT les outils, enfin sur des outils, parce que moi je suis positionné premier sur outils SEO gratuits en naturel. Quand je demande à ChatGPT de me recommander des outils SEO gratuits, il cite jamais ma marque. Alors je suis premier, hein. Alors, je suis premier, mais il cite jamais ma marque parce que de son point de vue connaissance, quand le LLM a été entraîné, j'existais pas, ou alors j'étais pas suffisamment gros, donc du coup j'ai pas un branding assez fort. Là où il va citer le site d'Abondance, il va vraiment citer Abondance, en parler dans le chat, etc. Il va parler d'autres acteurs, SEMrush, machin, etc. Même si ces acteurs-là sont plus bas que moi dans les SERP. Donc on a vraiment aussi l'aspect marque, autorité, etc., qui a un vrai impact. Il n'y a pas que la title et la description, il y a vraiment à quel point ta marque a du poids sémantiquement. C'est aussi, au final, les LLM, c'est juste des probabilités, et ces probabilités sont influencées par le nombre de fois que tu apparais dans les données d'entraînement. Et donc oui, le côté branding joue aussi un gros poids dans le fait d'être cité ou non. Et c'est un jeu long terme, hein. On joue vraiment un jeu long terme. Et ce qui est assez intéressant, je me permets juste d'enchaîner un tout petit peu dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, certaines techniques marketing qui peuvent marcher à l'instant T, comme des boosts de taux de clic, un petit peu aller fake ces taux de clic pour se dire bon bah voilà, je vais aller me positionner premier en achetant des clics, du pop ads, etc. Bah en fait, même si tu es premier et que ChatGPT considère qu'il te connaît pas, il va juste pas te citer. Tu peux être premier sur Google et pas cité par GPT parce il te connaît pas en fait. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant, et il faut vraiment penser long terme. Parce que dans tous les cas, ce genre de petites pratiques, je pense que les LLM sur le long terme, il y aura toujours des moyens de duper l'algorithme, hein, je dis pas le contraire. Mais je pense que une partie des choses qu'on fait aujourd'hui auront peut-être plus trop de valeur demain, quoi, dans les petites techniques. Donc en fait, j'en ai eu un petit peu aussi cet éclaircissement de Déborah, c'était lié aussi à sa première question, sur la partie JS, en fait. Ok. Elle voulait Euh, l'allier. Tu veux que je te remette la première Ah oui, question? d'accord. Ok. Oui, bah du coup, bah Typique. là, ouais, du coup, je fais le lien entre les deux. Bah du Mmh. coup, c'est un lien un petit peu entre les deux. Mmh. Du coup, c'est le branding qui rattrape le JS, on va dire, pour moi. Je pense que là, l'acteur dont tu parles, Déborah, c'est un acteur un minimum gros, et doit déjà y avoir un petit peu euh, de data dans la mémoire du LLM. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quand il répond à cette question-là, il va faire une recherche sur une page, ou est-ce qu'il base. Parce qu'au final, après, tu as aussi des données. Il faut savoir aussi que parfois, ChatGPT va répondre à l'utilisateur sans même consulter les pages, juste sur base des résultats de recherche aussi. Ça peut apparaître, ça peut aussi être le cas sur la title, la description. J'ai encore quelques petites questions. Germain qui repose, une question. Est-ce que, c'est le même agent GPT User qui est utilisé lors d'une recherche web ChatGPT via API et via plateforme? Je l'ai pas testé. Voilà, ça peut te donner des idées de tests, Alors, j'ai pas testé. Je pense que c'est le cas, mais bien vu. Bon, ça se vérifie, ça se vérifie assez facilement, mais j'ai pas du tout testé l'API. Parce que ça fait longtemps, hein, Germain, tu sais très bien. La dernière fois que j'ai travaillé avec l'API de ChatGPT, c'était avec toi. Donc là, je t'avoue que j'ai pas fait le test. Je suis quasiment sûr que c'est le cas, mais je peux pas te le garantir.